qui, par ailleurs, a une valeur symbolique non négligeable, c'est qu'il est bon que la quinzaine des réalisateurs, depuis plusieurs années, mettent en valeur des comédies françaises. Voilà. Et je dis ça parce qu'à Cannes, il y a des gens qui, chaque fois, se demandent mais est-ce que c'est la place d'une comédie ? Comme si c'était un genre à proscrire. Voilà, ce réflexe-là est absurde. Et le fait que vous soyez aussi nombreux d'abord le dit, et puis ensuite devrait favoriser aussi l'adhésion la plus massive au film. Donc je suis bien content que cette salle soit pleine. Voilà. Erwan Leduc. Oula. Ah oui, c'était trop fort. Désolé. Il marche. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Guillaume de Pyramide, le distributeur, qu'on peut aussi applaudir au passage. Bon. Comme d'habitude, je pose 2-3 questions, puis après, très vite, on passe la parole à la salle pour un jeu d'échange et de questions-réponses. La première est tout le temps très banale, hein, mais on connaît ta plume de journaliste. On pouvait ne pas savoir que tu avais réalisé une série de courts-métrages, et du coup, on voit apparaître ton nom au Festival de Cannes, ça. Donc forcément, d'où vient ce film ? Qu'est-ce qui fait que tu t'inscris d'emblée dans ce registre de la comédie qui n'est pas si fréquent pour le cinéma français, et a fortiori d'ailleurs au Festival de Cannes? Ça, pour Cannes, il faut leur poser la question. Oui. Moi, je suis très content, j'ai pas demandé pourquoi. J'ai accepté. Après, pourquoi la comédie, c'est ça Ouais, et puis d'où vient ce film par rapport à ton parcours? D'où vient ce film? Moi, oui, effectivement, j'ai un désir de cinéma depuis que je suis adolescent. Après, j'ai fait d'autres études, j'ai fait d'autres métiers. Et puis, 10 ans plus tard, j'avais toujours envie de ça. Et donc, j'ai commencé à écrire, d'abord comme scénariste, pour un réalisateur syrien qui a fait son film. Et puis, j'ai voulu faire un court-métrage que j'ai écrit pour moi. Et puis, voilà. Et puis après, une deuxième, un troisième. Et j'ai voulu en faire plusieurs parce que c'était comme ça que j'apprenais aussi ce métier, quoi. Et donc, c'était très enrichissant. Et puis, en parallèle, dès le premier, j'ai commencé à travailler sur le long. En gardant d'ailleurs ce personnage-là, puisque le personnage de Perdrix apparaissait déjà dans le premier court-métrage. Et puis c'est devenu un peu un alter ego de cinéma, comme ça, on a grandi ensemble. Et un peu comme pour lui dans le film, ça a été un process qui a été très long et puis qui s'est accéléré d'un coup. Parce que le film, on l'a tourné en octobre dernier, donc il y a un moment, ça s'est fait et ça a été très vite. Et puis voilà, on vous le présente et moi je suis très heureux de ça. Voilà, en quelques mots. Quand tu reparles de la jeunesse du film, tu cites le fait qu'effectivement, il y a quelques années, déjà, tu as fait une première version pour la faire lire à Émergence, je crois. Ah oui, le tout début de ça, c'est un atelier qui s'appelle Émergence, qui est animé qui a été créé par Elisabeth Depardieu. Et en fait, elle avait vu le premier court-métrage que j'avais fait, qui s'appelle Le commissaire Perdrix ne fait pas le voyage pour rien. Et donc ça lui avait plu en fait, et c'est un peu cocasse parce que donc moi je travaille aussi comme journaliste sportif, voilà, et donc je revenais c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2012, j'avais couvert l'Euro de foot en Ukraine, j'avais suivi l'équipe de France là-bas, j'avais passé un mois à Donetsk avec les conférences de presse de l'équipe de France de foot, je vous laisse imaginer comme c'était. Et à l'aéroport, je reçois un coup de fil d'Elisabeth Depardieu qui me dit voilà, je suis Elisabeth Depardieu, j'anime un atelier qui s'appelle Émergence, j'en avais un peu entendu parler, mais pas plus que ça. Il me dit j'ai vu votre court-métrage, ça me plaît, est-ce que vous avez un projet de long? Et c'était vraiment très moyennement le cas. Je n'avais pas du tout de projet de long, j'avais quelques idées un peu comme ça, mais je lui dis oui. Et donc elle m'a dit très bien, vous nous l'envoyez, on fait la sélection des projets dans 2 mois, début septembre. D'accord. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai gardé le personnage de Perdrix, parce qu'il était là, quoi, et je l'avais encore. C'est lui qui était là à ce moment-là. Et donc j'ai pris après. Ça me plaisait aussi de m'être engagé là-dedans, quoi. Il y avait un truc où il y avait une demande, quoi. Tu ne pouvais plus ne pas faire. Je ne pouvais plus ne pas faire. J'avais dit oui à Elisabeth. Après, ça garantissait rien. C'était juste présenter le projet à un jury qui avait sélectionné quelques projets de premier film.
Et bon, ça, voilà. Et donc j'ai pris 2 semaines de vacances de mon travail et j'ai écrit comme ça, presque de manière frénétique, sans réfléchir, sans aucune connaissance de comment on écrit un scénario de long métrage. Et puis j'ai retravaillé un peu ça quand même, et j'ai renvoyé et ça leur a plu. Je pense qu'ils ont dû y voir quelque chose, même si c'était, je pense, assez bordélique. Et j'ai fait cet atelier et ça a été vraiment le lancement après du projet, quoi. Alors, qu'est-ce qui reste dans la version finale de ce premier projet? Franchement, le nom du personnage. Ouais. Ça, tu l'avais déjà avant, donc. Ouais. Le nom du personnage féminin. Web. Les Vosges. Après, voilà, c'était quand même, c'était assez lointain, quoi. Même si la caractérisation des personnages était pas si loin que ça, mais l'histoire n'a plus rien à voir. Il y avait quand même le point de départ de ce film-là qui n'existe pas. C'était une histoire avec des reconstituteurs aussi. Il y avait des trucs de reconstitution historique. Avec, en fait, le point de départ du film, je vous raconte un autre film qui n'existe pas du tout. Donc c'était, il y avait le personnage de Perdrix. Juliette Webb était flic aussi, elle était son lieutenant. Et on retrouvait un type mort ensemble dans sa baignoire avec les veines ouvertes, sauf que le mec était déguisé en Staline. Et donc, Perdrix était comme ça, et elle lui disait, ça peut pas être un suicide, parce que Staline ne suicide pas, c'est pas Hitler. Et ça partait de là, et donc après on découvrait qu'effectivement c'était pas un suicide, et c'était un mec qui faisait des reconstitutions historiques de la conférence de Yalta. Le film s'appelait Yalta, donc il y avait un faux Churchill, un faux Roosevelt, qui avait une brocante qui s'appelait New Deal et tout. Voilà, ça a l'air pas mal. Ouais, non, mais, pourquoi pas, hein, mais après j'ai poussé ce projet-là assez loin. On a cherché à le financer. On n'a pas réussi. Parce qu'à un moment, vous savez, j'ai passé les oraux du CNC, d'avance sur recette, des trucs comme ça, un peu cérémonieux. On se retrouve, on a 15 minutes, montre en main, devant des grandes stars du cinéma français. Et puis donc je faisais ça et ça marchait pas. Je fais une fois, 2 fois, ça marchait pas. Et puis en fait, à la fin, il y en a un qui est venu, qui m'a dit, écoute, c'est bien, mais il y a des gens qui comprennent et d'autres qui comprennent pas. Donc ça fait jamais vraiment l'unanimité, donc ça passe pas. Et puis surtout, il m'a dit, comme il y a beaucoup de films et que ça va très vite, les gens retiennent juste qu'il y a des vieux qui se déguisent dans les Vosges, quoi. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci. Donc tu as gardé ça du coup? Ouais, mais surtout j'ai tout changé. Non, mais ça, au moins ça a eu le mérite de me mettre face à la brutalité du système. C'est-à-dire que il fallait que je sois plus franc dans ce que je voulais raconter, et c'est là où je me suis dit, ce que je veux raconter, c'est le sentiment amoureux, c'est une histoire d'amour, donc d'assumer ça, même si c'était peut-être moins cool au départ, et que du coup j'avais plus du tout de pitch, parce que je pouvais plus dire ces histoires d'un mec qui est installé dans les routes. Je disais, c'est un garçon qui rencontre une fille, donc bon. Il y avait des... T'as eu l'avance à la fin? Pas du tout. Ah voilà. Toujours pas. Ils me l'ont donné, mais après réalisation. Ah. En fait, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup moins bien pour le financement du film, ouais. Mais quelque part, c'est... Ouais, pour l'orgueil, c'est mieux. Ouais. Donc, ça aussi, alors, ouais. Tu dis un film sur le sentiment amoureux, sauf que du coup, tu as l'idée de le décliner sur 3 couples, puisque la structure du film, c'est quand même d'enchasser et de mettre en regard ces 3 histoires-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu les as pensées les uns en reflet des autres? Je voulais faire, comme j'avais décidé de me coller à ce thème-là, on peut pas faire, on peut difficilement faire plus universel et plus traité et retraité. Enfin, ça n'avait rien d'original en tant que tel, mais justement, c'était ça aussi qui m'intéressait, de prendre quelque chose de très simple et par le style, par la manière de raconter, lui donner sa singularité. Et sur ce thème-là, je voulais avoir 3 variations. J'avais envie. Parce que j'avais envie aussi que le film soit généreux, que soit dense, soit foisonnant, que ça déborde, et que c'est souvent les défauts des premiers films aussi, c'est qu'on veut y mettre plein de choses. Là, j'ai voulu y mettre plein de choses, mais l'assumer vraiment. Et donc très tôt, d'avoir ces différents personnages, ces différentes lignes de récit qui se croisent, avec 3 formes d'amour, quoi, avec le sentiment amoureux, le coup de foudre, un amour incapable entre le père et la fille, et un amour éternel gravé dans le marbre entre Thérèse, jouée par Fanny Ardant, et son fantôme, quoi. Donc voilà, et après que ça aussi traverse vraiment tous les personnages, même jusqu'aux personnages secondaires, que tout le monde soit frappé par ces questionnements-là. Maintenant, le surgissement du sentiment amoureux, enfin la rencontre qu'il y a entre les 2 personnages,
elle sert de déclencheur quoi, pour les autres questionnements qu'il peut y avoir dans le film sur l'identité, sur la liberté, enfin des choses comme ça qui traversent aussi le film et qui sont provoquées par la rencontre amoureuse. Ouais, la liberté qui, pour le coup, ça m'a frappé que tu cites pas ce mot-là dans le dossier de presse comme un des thèmes majeurs. C'est hyper structurant en fait dans le film, notamment grâce au jeu du calendrier où on voit la citation de Spinoza. Ouais. Avec laquelle tout le monde est supposé être d'accord et avec lequel le film va jouer contre cette citation. Enfin, j'imagine que tu la penses comme ça un peu. Oui, il va jouer comme ça, quoi. Ouais. Il dribble, quoi. Ouais, je sais pas s'il joue contre, mais... non, mais je parlais pas de non-liberté, j'avais déjà amour, donc j'avais déjà les quotas de gros mots. Voilà. Je pouvais pas rajouter, on peut dire, ça parle de la liberté. Non, mais parce que si on tire sur ce fil-là, le film est assez beau aussi. Enfin, je vais développer 2 secondes, mais... Non, c'est que la question de la liberté, elle est évidemment très très importante, puisque dans la rencontre amoureuse du coup de foudre, on voit bien que le personnage féminin, avec son excentricité, va venir bousculer la norme que représente Perdrix. On voit bien que la liberté que va prendre le personnage de Fanny Ardant va l'inciter à prendre la tangente et à se barrer ailleurs pour aller vivre enfin au présent. Mais du coup, le couple principal constitué avec la protagoniste, la question de la liberté et de la fuite, elle est hyper centrale dans plein de premiers films français. Et quand même, très souvent, la conclusion, c'est qu'il faut changer de vie, qu'il faut se barrer, qu'il faut aller dans les bois. Et d'une certaine façon, une des originalités thématiques du film, indépendamment des histoires de genre, sur lesquelles on reviendra peut-être, mais c'est que on réaffirme aussi la possibilité d'une liberté dans le couple, j'allais dire à domicile. Oui. Oui, je voulais que ce soit un peu plus ambivalent, effectivement, qu'il y ait quelque chose comme ça. Après, pour moi, la fin du film, elle est à la fois ouverte et... Enfin, en tout cas, ce que je voulais que la fin soit du présent pur, quoi. C'est-à-dire cette dernière séquence sur le lac, comme le trajet quand même du personnage de Perdrix, c'est de se mettre au présent, comme tu disais sur le personnage de sa mère aussi. Je voulais qu'à la fin, on soit vraiment dans du présent pur et qu'on ne sache pas trop ce qui va se passer derrière, et ça leur appartient. Après, c'était plus. Moi, ça me semblait plus intéressant qu'on reste dans la maison et que elle soit là aussi et que on peut se demander comment ça peut se passer. Hier, je présentais le film à Rouen et justement, on m'a posé une question sur ça en disant, finalement, c'est très classique la fin. Et justement, ils restent à la maison, ils rentrent chez eux. Ok. Après, ça me va, c'est bien aussi quoi, d'avoir ces choses-là. C'est peut-être. Sauf que dans les 2 autres cas, parce qu'on n'a pas parlé du couple père-fille, l'idée c'est de l'autoriser, la fille, à partir, tout en acceptant l'idée qu'elle n'est pas nécessairement contre lui pour se construire elle-même. Oui, tout à fait. Ouais. C'était pour continuer sur le thème de la liberté. Un encerclé en plein milieu d'une gendarmerie, c'est quand même pas courant. C'est quoi votre rapport à l'anarchie? Parce qu'il y a d'autres, il y a plein, c'est parsemé partout. Vous l'avez vu où, le encerclé? Ouais. C'est pas moi qui l'ai mis. Vous n'avez pas vu, c'est ça? C'est la déco qui l'a mis. Non, je l'ai laissé, j'avais vu, je l'ai laissé. Ils font comme ça, ils ont des petites surprises, des petits placements. Mon rapport à l'anarchie, c'est un peu intime comme question. Je fais déjà tout un film sur l'amour. Non, je sais pas quoi vous dire là. Je sais pas quoi vous dire. Après, ça rejoint la question de la liberté, quoi. Il y a la citation de Spinoza, puis après la citation de Suran aussi au mois d'octobre du calendrier des chats, qui dit l'homme libre ne s'embarrasse de rien, même pas de l'honneur, qui est une citation que j'avais utilisée sur un papier que j'avais fait sur le coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. J'avais essayé de défendre Zidane en disant ça, que l'homme libre ne s'embarrasse de rien, même pas de l'honneur. C'était pour me consoler. Donc c'est ça mon rapport à l'anarchie, c'est mon rapport zidanien, on va dire. Pardon, je m'en sors par une pirouette. Est-ce que c'est vous qui avez choisi toutes les musiques du film ou est-ce que vous avez été en collaboration avec quelqu'un? Parce qu'elle est très présente, très riche, elle illustre bien tout ce qui se passe et elle m'a beaucoup touchée, l'illustration musicale. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Après,
Il y a une compositrice qui a fait une musique originale. Il y a des musiques existantes et il y a une musique originale. Elle s'appelle Julie Rouet. Donc ça, c'est elle qui a... on a beaucoup discuté, on s'était mis d'accord sur certaines choses, on a essayé des trucs. Et puis après, on a fait complètement l'inverse à la fin de ce qu'on avait prévu au départ. Mais en tout cas, on a beaucoup cherché pour trouver cette musique originale qui ferait le lien comme ça et qui donnerait à la fois le ton du film et puis en même temps, dans ses variations aussi, que ça puisse passer d'un registre un peu de comédie à un registre beaucoup plus mélancolique à la fin. Et après, sur le reste des musiques, c'était... c'est un peu, enfin, c'est à l'image du film, c'est-à-dire c'est un film pour moi qui est un film de rencontre, de contraire, de contraste, et donc je voulais que la partition musicale soit à cette image et qu'on puisse marier à la fois du Gérard Manset au début, et puis Niagara au milieu, et puis finir sur Samy de Coster à la fin en termes de chansons françaises, et puis au milieu la musique classique. Parfois revisité, comme la chanson de Purcell, dans la scène où le gendarme fait du tai chi avec son parapluie, qui est Aux Solitudes, qui est repris par Rosemary Stanley, voilà, qui est comme ça une espèce de foisonnance et différentes pistes. Et puis, donc on a essayé beaucoup de choses. Après, moi je voulais aussi que dans la deuxième partie, le classique prenne plus de place pour qu'on aille vers autre chose, qu'on aille vers d'autres sentiments, des choses plus lyriques, plus... Voilà, plus de l'ordre du grand sentiment et avec des ruptures assez nettes, quoi, des choses comme ça très franches. Et d'ailleurs, dans les 10 dernières minutes du film, il n'y a presque plus de paroles, c'est presque un film muet, et du coup, la musique accompagne là vraiment le sentiment, quoi. Et... avec une ouverture de l'espace. Ouais, tout à fait. Donc voilà, oui, donc c'est moi qui ai choisi. Après, on a essayé beaucoup de choses, comme toujours, au montage. Et tout l'enjeu, c'était un enjeu pour le film dès le départ, dans le scénario et à tous les niveaux, c'était qu'on trouve le bon équilibre dans cette foisonnance-là et que ça reste léger, que ça reste rythmé, et que voilà, qu'il y ait une vitesse, quoi, dans tout ça. Et Niagara, par exemple, c'était là dès le début. Oui, Niagara, c'était là dès le début, comme Manset. Ça fait partie des chansons que j'avais vraiment envie d'utiliser dans le film. Après, quand on veut utiliser de la musique comme ça dans un film, surtout un premier film, c'est toujours un peu délicat parce que y a des questions après faut avoir le droit de les utiliser, donc faut payer. Et parfois ça coûte très cher, on a des surprises. Et là, on a eu la bonne surprise de tomber sur des artistes qui étaient d'accord pour ça, que le projet leur plaisait. Niagara, on leur a montré l'extrait, ça leur a beaucoup plu, donc ils ont autorisé l'utilisation du titre. Et Gérard Manset, je crois qu'on peut. Je crois qu'il est OK, mais je sais toujours pas trop. Non, mais si, parce que ça a été un peu... Enfin, voilà, Manset, c'est quelqu'un de particulier et qui fait son truc. Il se trouve en plus que cette chanson-là, c'est lui qui en détient les droits. Il n'y a pas de label dessus. C'est lui qui a gardé les droits de cette musique. Donc, souvent, le problème, c'est le label. C'est plutôt que les artistes. Et là, donc, ça passait par lui. Donc, on l'avait contacté avant. Moi, je savais que je voulais utiliser la musique au moins dans la séquence en reprise, quoi, dans la séquence où le gendarme reprend la chanson qu'on entend au début. Mais pour le début, je savais pas s'il donnerait son accord. Et puis on a commencé le tournage et je savais toujours pas, parce qu'il répondait pas. Parce que, voilà. Et puis le premier jour de tournage, je reçois un coup de fil à 6h du soir en fin de journée, et allô, c'est Gérard Manset. Bonjour Gérard, merci de m'appeler. Et puis en fait, il m'appelle, il me dit je vous souhaite un bon tournage. J'espère que ça passera bien, et tout, voilà, très gentiment, très court, très gentiment, et puis à la fin on raccroche et il m'avait pas dit s'il était d'accord, quoi. Je savais toujours pas. Enfin, moi je l'ai pris comme voilà, ouais, comme une bénédiction, mais j'ai jamais eu vraiment le truc officiel. Enfin, on me l'a pas dit en tout cas, mais je pense que la production le sait. Ouais. Voilà. Bonsoir, j'ai adoré le film, donc bravo. Ma question, elle porte plutôt sur le choix des décors, enfin des lieux de tournage, ainsi que sur le casting, parce que je trouve que le casting, comme les décors, servent extrêmement bien l'histoire, et les personnages sont vraiment... Bon, je vais faire. Bon, voilà. Le décor s'est tourné dans les Vosges. Depuis le début, c'est un film que je veux faire là-bas. Ma mère est vosgienne, donc j'étais obligé. Mais
Parce que il y a deux raisons. Hein. Il y a une raison un peu personnelle, parce qu'effectivement, moi j'ai des souvenirs là-bas d'enfance, de vacances, de trucs comme ça, et ce que je raconte un peu sur la famille, sur un lieu, de manière anti-sable, qui est à la fois assez confortable, mais parfois un peu chiant, je l'avais vraiment vécu vraiment à ces endroits-là, pas à Plombières directement, c'est tourné à Plombières-les-Bains, mais juste à côté. Et donc ça, c'était une chose. Et puis deuxièmement, il y avait une autre raison qui était une raison vraiment visuelle, où comme j'avais envie que la nature, comme tu le disais, soit vraiment un protagoniste du film à un moment, que ça s'ouvre et qu'il y ait des grands espaces et qu'on ait quelque chose d'un peu de visuellement très fort. Je savais que là-bas, je pouvais j'avais ça, et comme je connaissais, je savais exactement là où je voulais filmer et ce que je voulais filmer là-bas. Donc ça, c'est une chose. Et puis sur le casting, le casting, il s'est fait de manière... il y a des comédiens qui sont sur le film dès le début, quasiment, comme Maud Wheeler, comme Nicolas Maury, qui sont sur le film depuis très tôt. Et puis Swan Arlo, Fanny Ardant sont venus un peu plus tard. Le personnage, Swan Arlo, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, à l'image du film, c'est-à-dire que ça a été long pour le trouver, et puis une fois qu'on s'est vu avec Swan, une fois qu'il a eu le scénario dans les mains, en une semaine, c'était réglé. Parce que tout d'un coup, il y avait ce que je cherchais, et même on a, souvent quand parce que pour caster un rôle principal comme ça dans un premier film, il y a aussi des enjeux un peu de notoriété pour le comédien, donc le spectre se réduit assez vite. Et ce qui est compliqué avec les acteurs qui ont une certaine notoriété, c'est que souvent ils ne veulent pas faire d'essais. Parce que les agents ne veulent pas, parce que c'est des gens connus, parce que voilà. Donc soit tu leur proposes vraiment le film, soit non, mais tu peux pas c'est parce que tu connais leur travail, oui, bien sûr. Mais moi, j'avais l'impression que par rapport à mon texte à moi, j'avais besoin de l'entendre, voir comment il s'en emparait, et de voir surtout comment ça se passait avec Maud en face. Et donc parfois j'ai réussi à faire des essais et je voyais très vite si ça marchait ou pas. Et avec Swan, au contraire, ça a été vraiment, il y a eu comme une évidence très 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 claire, très vite. Quoi. Et il a été assez formidable après. Lui, ce qui l'intéressait, je pense aussi, c'est que ça l'amenait dans un territoire assez différent de ce qu'il pouvait faire avant. Donc ça lui a plu, ça lui a fait très peur aussi au début. Il était assez stressé. En plus, il ne le montrait pas du tout, mais et puis il avait préparé ce rôle comme il prépare ses rôles d'habitude, c'est-à-dire qu'il s'était vraiment plongé dans la réalité de la chose. Et donc il avait fait un stage en gendarmerie. Et ça, je ne lui avais pas demandé de le faire. Vous pouvez bien imaginer que moi-même, je ne l'ai pas exactement... Mais donc il avait fait un stage en gendarmerie, et il est allé passer 2 jours là-bas. Et puis en plus, ça s'est passé de manière un peu particulière. Il m'a raconté, parce qu'il m'a dit, je leur posais des questions sur est-ce que ça vous arrive, dans le cadre de votre métier, d'avoir un peu des sentiments parfois pour quelqu'un que vous rencontrez. Non. Jamais. De quoi vous parlez? Il y avait des trucs comme ça. Et bon. Et il est arrivé sur le tournage, le premier jour de tournage avec lui dans la gendarmerie, et c'était un gendarme. Quoi. Il était très droit, il était très militaire. Et moi, c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Quoi. Donc en même temps c'était bien parce qu'il est arrivé avec ce bagage-là, et donc il a fallu on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait faire l'inverse, qu'il fallait déconstruire, et tout ce qu'on a tourné cette matinée-là, d'ailleurs, on a tout refait parce que ça allait pas du tout. Il ne me voudra pas de le dire, mais ça, et après c'était beaucoup de discussions, et puis de voir avec notamment avec c'est pour ça que j'avais mis Alexandre Steiger dans les pattes, qui joue le lieutenant Smither. Qui est un comédien que je connais depuis très longtemps. J'ai fait plein de courts-métrages avec lui. Voilà, lui, il connaît parfaitement l'univers que je cherche à créer, dans son truc, quoi, très impassible et complètement neurasthénique. Et cette scène du début, quand il dit qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis. Bon, voilà, ça, pour Swan, c'était comme une espèce de balise aussi, de dire ah d'accord, on est là, on est à cet endroit-là. Donc, ok, c'est ce gendarme-là. Bon. Et moi je suis chef de ça, d'accord. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et Fanny Ardant, elle est venue vraiment à la fin, 2 mois avant le tournage. Oui, on m'a demandé si je l'avais écrit pour elle. Je dois avouer que pas du tout. Maintenant, évidemment qu'à partir du moment où on s'est dit tiens, on va le proposer à Fanny Ardant, en lançant comme ça un peu. Puis là, c'est assez simple, on l'envoie à l'agent. Et puis après, j'ai reçu un coup de fil et on me dit t'as rendez-vous avec Fanny Ardant tel jour à telle heure, tel endroit. Je dis oui, j'y serai.
Et comme avec Gérard Mancé, on a parlé 1 heure avec Fanny Ardant quand on s'est vu la première fois, mais elle m'a jamais dit si elle faisait le film ou pas. Donc là, pour le coup, quand même, je lui ai demandé, enfin, je lui ai dit, Fanny, vous faites? Mais bien sûr, Erwan, bien sûr. Ah bon, c'est pas vrai. Et elle a été assez exceptionnelle pendant le tournage, parce que c'est quand même une grande star. Et diriger Fanny Ardant, enfin, voilà, c'est quand même la première fois où il faut aller la voir en lui disant c'est bien, mais voilà, peut-être on peut en refaire une un peu plus que... Oui, tout à fait. Ouais, pardon. Donc faut pas trop se poser de questions, et en même temps elle est très présente, quoi, vraiment là. Et en plus, moi je la trouve formidable dans le film, et elle a vraiment donné quelque chose. Elle s'est laissée traverser par beaucoup de choses, notamment cette séquence où elle parle de rupture, de la perte, comme à la radio là, avec le lieutenant, justement, où là, moi c'est une scène en plus qui n'était pas au scénario, je l'ai écrite la veille, je lui ai donné le texte la veille, parce que je sais pas, je me suis dit, on a Fanny Ardant, il faut qu'on fasse plus. Donc j'ai écrit ça, et je lui ai donné ça, et puis je voyais que ça a touché quand même une corde un peu sensible aussi chez elle, et donc ouais, ce moment de tournage était assez bouleversant. Je me suis retourné, il y avait des gens qui pleuraient derrière moi dans l'équipe. Donc c'est un mélange comme ça. Et moi sur le casting, moi je voulais aussi qu'il y ait des comédiens qui viennent d'univers très différents, qui viennent chacun avec un monde déjà un peu identifié, et que ces mondes-là se rencontrent. Et après, ça a été leur intelligence et leur talent que de faire que très vite, sans répétition, tout de suite comme ça, et en quelques regards, ça passe. Voilà. Et après, c'était l'enjeu pour eux, c'était de faire exister la famille comme ça très vite. Et la petite fille aussi, qui avait jamais fait ni de cinéma ni de théâtre avant, qui s'appelle Patience Munchenbach, qui est un nom qu'on retient, et qui a été exceptionnelle aussi de concentration au présent. Et puis alors elle, Fanny Ardant, elle ne savait pas qui c'était, donc il n'y avait aucun problème. C'était sa mamie dans le film, s'allonger dessus, elle ne répondait pas. Donc, voilà. Je reviens 2 secondes sur ta première partie de réponse sur la nature, parce qu'il y a 2 plans qui, pour moi, sont des plans où tu assumes complètement le lyrisme de façon un peu outrancière et du coup qui vise un peu le sublime, tout ça. Il y en a plus que ça, hein, mais il y en a 2 très frappants où quand tu vois le film, tu te dis, bon, je vais quand même lui poser les questions sur ces 2 effets-là, parce qu'ils sont un peu énormes. L'une où ils sont dans la voiture et on voit tout à coup les oiseaux qui passent en reflet par-dessus le pare-brise. Et alors, pour le coup, ça résonne avec la question de la liberté, du non-perdrier, etc. On se dit, ouais, ça doit être des effets spéciaux, quoi. Et puis le deuxième, qui est la déclamation de Hölderlin avec le vent qui tout à coup emporte entièrement la nature. De Novalis, pardon. Et là aussi, on se dit, bon, là, ils ont mis le paquet quand même. On a fait comme Tarkovsky, on a loué des hélicoptères, et puis... pas du tout, ça c'est con à dire, mais c'est un peu la magie du cinéma. C'est vraiment pas prévu, ça c'est des choses qui se passent au moment du tournage. C'est-à-dire que tout d'un coup on tourne, ces 2 exemples sont assez bien vus, parce que effectivement c'est des moments où nous-mêmes quand on tourne ça, on se dit ah ouais. Et là on sait que cette prise-là, on prie pour qu'au texte ça soit bon, parce qu'on se dit ah ouais là c'est... Et quand cette séquence-là, quand Perdrix déclame ce poème, et effectivement derrière, tout d'un coup, il y a une bourrasque et ça emporte et ça fait danser toute la forêt qu'il y a autour. Là, oui, ça. Mais ça, c'est pas quelque chose. Enfin, je te dis, mais c'est très, à mon avis, à vouloir faire. Bon courage. Mais c'est pas. Non, c'est venu comme ça. C'est la nature qui a accompagné le film. Et même chose pour les oiseaux. Où, les oiseaux, 2 prises avant, il y en a déjà 1 ou 2 qui étaient passés. Donc ça, moi je l'avais vu, je me suis dit, on va refaire une, peut-être que ça sera un peu... Et donc là, il y en a une comme ça, où tout d'un coup ils sont passés, en plus au moment où elle lui dit rentrez chez vous, et ça passe en reflet, c'est pas du tout des effets spéciaux. Il y a très peu d'effets spéciaux dans le film. Oui, j'ai beaucoup aimé votre film, et je me suis surpris à rire à chaque fois dans des plans fixes, des scènes assez figées, comme des vignettes de bande dessinée, autrement dit. Notamment l'une des dernières scènes
où on voit les nudistes lire les cahiers, les petits cahiers Donc je voulais savoir, ce sera une première question, après une remarque et une deuxième question. Si vous avez un rapport, parce qu'il y a une fantaisie un peu belge qui traverse votre inspiration, et je me demandais si vous aviez un rapport à la BD, par exemple. Ensuite, je reviens sur une remarque à propos de cette scène improbable dans le commissariat, que moi j'ai interprétée comme une réticence par rapport à la psychologie plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire une scène de psychologie ordinaire comme on en voit partout, où on essaye d'introspecter les gens d'une manière quelquefois totalement absurde. Et bon, là, on assiste à ça, et j'y vois plutôt une critique d'une certaine forme de psychologie que de la gendarmerie. Et le troisième point, c'est encore une question. Est-ce que vous avez appris à jouer au ping-pong dans un pensionnat religieux? Je suis content que vous l'ayez remarqué, ça, parce que souvent ça passe un peu à l'as, ce truc, quoi. La petite qui dit, ouais, il y a un sport-études chez les bonnes sœurs. Moi, je l'avais écrit, personne n'a jamais fait la remarque. Moi, évidemment, moi, c'était une blague. Mais personne n'a jamais, c'est peut-être le premier. Mais j'avais même imaginé, en fait, à la fin, je m'étais dit, on va tourner une dernière vignette avec la gamine et des bonnes sœurs qui jouent au ping-pong. Voilà. On l'a pas fait. Mais donc voilà, après pour la séquence de psychologie collective dont vous parliez, qui est donc la réunion de service aux gendarmeries, là, où il se fait cuisiner, c'est pas du tout une critique. C'est bien, hein, vous surinterprétez, donc c'est peut-être vous qui contre-critiquez la critique de la psychologie. Non, pas vraiment. Après, ça, pour le coup, c'est... Enfin, moi, le truc de la gendarmerie, ce qui m'intéresse, c'est aussi la vie de bureau, plus que la gendarmerie en tant que telle. Donc, c'est ces rapports entre collègues qu'on peut avoir, et parfois, comment l'intime s'immisce là-dedans ou pas, et comment une réunion de service peut vraiment déraper assez vite, quoi, ou déraper ou pas d'ailleurs, mais peut vraiment, en tout cas, passer sur du hors-sujet complet et devenir une étude de cas qui échappe totalement. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on oublie aussi qu'il y en a un qui est tout nu, ça passe complètement là. Mais, et ça, c'est... le début de l'écriture de cette scène, c'est inspiré de vécu, quoi, c'est inspiré de... Conférence de rédaction de Monde. Non, je dirais pas ça, parce qu'en plus, il y a un collègue qui est là, que je veux dire. Mais non, pas de conférence de rédaction, mais de séminaire de management qu'on m'avait fait faire à un moment. Et où tout d'un coup on se retrouve avec des collègues et puis il faut parler de trucs à vos perso et tout. Et on n'était pas loin de ça. Vraiment pas très loin. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, on croise ces mêmes personnes, on fait salut, ça va, ouais, ça va. Après s'être dit des trucs, parfois, où tout d'un coup les gens craquent un peu, ils disent ah oui, mais je ne peux plus de ça, parce que dans ma vie. Donc ça partit de là, et c'est une scène qui peut être vue comme un peu absurde ou surréaliste, mais qui en fait pour moi s'inspire vraiment de choses très quotidiennes, au contraire. Et pour la première partie que je vais traiter en troisième de votre question, c'est la BD. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'aime ça, ouais, c'est quelque chose, en tant que lecteur. Après j'ai pas de rapport créatif à ça, je dessine très mal, mais ça m'intéresse pas mal, ouais. Après c'est moins, belge, pourquoi pas, mais c'est plus finlandais, je dirais. Si je peux me permettre, moi j'aime beaucoup Aki Kaurismäki, et ces trucs de plan fixe comme ça et de gags à froid, bon voilà, pour moi c'est un maître là-dedans, dans l'art, dans des récits qui n'ont rien à voir, de tout d'un coup introduire une espèce de rupture burlesque, en plus complètement assumée, quoi. Et l'étagère qui s'écroule, c'est un clin d'œil pour moi à une scène qu'il y a dans un de ses films, dans le début de, je sais plus si c'est Ariel ou Shadows in Paradise, où au début du film, il y a un personnage comme ça qui va dans une banque, qui vide son compte, il prend une voiture, et puis la voiture s'en va, et le garage s'écroule derrière. Et ça commence comme ça. Donc là, on est tout de suite... Voilà, c'est plus ce genre de référence.
Ouais. Le commissariat. Gendarmerie. C'est un vrai décor du commissariat. Non. Non, c'est pas une vraie gendarmerie. Non, il n'y a pas de. C'est des bureaux administratifs qui étaient vides, qu'on a récupérés. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait de gendarmerie avec des baies vitrées. Je crois que c'est pas possible. Ça faisait partie un peu des doutes qu'on avait sur ce décor-là, où moi je dis mais attendez, ça va pas du tout. Oui, mais ça peut être des vitres blindées. Je sais pas, ouais. Mais non, c'est pas une vraie gendarmerie. Mais par contre, le décor était très chouette, donc voilà, tant mieux. C'est à contre-courant. Oui, c'est ça. On pourrait comparer par ailleurs avec le commissariat de Roubaix dans 2 jours avec des pléchants. Ouais. Je l'ai pas vu. C'est pas très sympathique. Le film est formidable, hein, mais le commissariat n'est pas entièrement sympathique malgré je sais pas comment dire ça, le caractère solaire du personnage de Roche Dizem. Non, je pose une petite question sur le mélange des genres. Alors, on a évoqué la comédie, la mélancolie, tout ça. Mais en fait, moi, l'une des choses qui me sidère un peu dans le film, parce que je trouve ça d'une vraie liberté pour le coup, c'est la diversité de ses influences et des registres sur lesquels tu travailles, et en particulier une espèce de tentation du merveilleux, du rapport au conte, notamment dans la dernière partie du film, enfin quand l'histoire d'amour commence à vraiment s'installer, quoi. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très séduisant, assez euphorisant, et vraiment revenir à l'essence du burlesque qui est là au début du film, quoi. C'est effectivement, enfin c'est bien que tu tant mieux, hein, merci. Mais oui, c'est sur le mélange des genres, ça c'est pareil dès le départ. Moi je voulais pas que le film rentre dans une case, ce qui a énormément compliqué pareil le financement, parce qu'on vous demande tout l'inverse. Dans quelle case on le met? Et ben là je dis bah non, aucune. Et il y a même un moment où on m'a dit, lors de cette phase de financement, quelqu'un d'assez important sur ça, on m'a dit bah ça ne ressemble à rien. Alors moi je l'ai pris vachement bien, je trouvais ça hyper positif, je dis bah super, ça ressemble à rien. Et après on m'a expliqué à la fin de la réunion, quand je suis reparti avec mes producteurs, ils m'ont dit ah non c'est pas bon du tout là c'est mort. C'est mort, il sait pas ce que c'est, donc c'est mort. Je dis bah non mais très bien, c'est foutu. Donc ça, non, je voulais défendre ça, je voulais défendre le fait qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de pitch, il n'y a pas de case, et que ça navigue entre les différents registres, et que la liberté dont tu parlais tout à l'heure, oui, c'est surtout dans la manière de le faire, et de le raconter, et de le jouer, et tout ça. Et de jamais perdre ce cap-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de maintenir au tournage un maximum, de garder l'audace aussi, de se faire un peu peur, de prendre un maximum de risques, en se disant qu'on se casserait peut-être la gueule, mais qu'au moins on irait au bout de ça, quoi. Et il y a la scène, par exemple, de danse dans le bar entre les deux, sur Niagara, justement, où tout d'un coup ils sont seuls, et ça ouvre vers la partie plus onirique, plus lyrique du film, plus dans l'ordre du merveilleux. Et ça, c'est une scène qui est vraiment inventée sur le plateau, parce que au scénario, il y a marqué il danse. Hein. Okay. Et donc là, on arrive, on se dit bah, comment on fait pour que ça soit autre chose que juste une scène qu'on a vue et revue, comment on fait pour essayer de proposer quelque chose, d'inventer autre chose, et d'aller ailleurs, et de créer une image et du son, enfin de faire du cinéma, quoi. Et donc ça, c'est un travail collectif avec l'équipe technique, avec les comédiens, qu'on a vraiment inventé sur le moment, quoi. Moi, c'est Maud qui a fait la chorégraphie. J'ai dit à Swan, viens 1 heure avant demain, on répète un peu ça, et puis on filme ça, on enlève les gens. On va naviguer entre les deux. Enfin voilà, on va commencer à partir ailleurs. Et ce qui était assez formidable, c'est que souvent un tournage de film, ça peut être très très laborieux et très dur, très ingrat, et les gens on fatigue, et il peut y avoir des moments où si ça devient un peu long, si on dépasse les heures, dans l'équipe technique, on va vous faire sentir que t'es bien gentil avec ton plan en plus, là où ils dansent tous les deux, mais bon. Et là, c'était pas du tout le cas, c'était l'inverse. C'est-à-dire que quand je proposais des choses comme ça, au contraire, on y allait vraiment complètement. Donc ça, je trouve que c'était très heureux à faire, et j'espère que ça se retrouve dans le film, en tout cas, cette volonté de prendre des risques et d'aller au bout des choses qui étaient partagées par toute l'équipe. Et donc oui, après, du coup, de partir, d'assumer aussi des choses un peu plus merveilleuses, du conte, de la fable, tout ce que tu veux. Moi bêtement, j'appelle ça du cinéma, enfin c'est bête à dire, mais je voulais faire un film de cinéma, et donc avec de la mise en scène, de l'image, du son, et il y a quelques jours, on a présenté le film aussi avec Nicolas Maury, et qui a dit ce truc très simple,
mais qui a dit juste il ne faut pas oublier que le premier message du cinéma, c'est le cinéma. Et c'est une phrase de Nicolas Maury. C'est justement que c'est ça, quoi. Il y a plein d'autres choses, mais le premier message, c'est l'émotion que ça va vous transmettre, quoi, par l'image, par le son et par les deux mis ensemble. Et voilà. Donc c'était cette foi-là, en fait, qu'on voulait défendre aussi. Mais ce qui passe aussi par un côté très décomplexé, donc assez jouissif, dans le rapport aux connotations de l'image cinématographique. Je pense par exemple à quelques plans qui font vraiment penser à du cinéma muet. Il y a par exemple une ouverture d'iris sur le visage de Fanny Ardant quand elle est en train d'enregistrer ses émissions de radio, où là il y a vraiment une espèce de recherche de la grâce, quoi, et d'être en même temps au service de la beauté de cette femme, de ce qu'elle représente dans l'histoire du cinéma. Et donc je pense que peut-être quelqu'un qui aurait suivi un parcours plus classique, je pense, pas là, école de cinéma, tout ça, féminisme, machin, aurait peut-être pas osé être aussi frontal dans cet effet citationnel, quoi. En tout cas, c'est vrai que moi, pour moi, ça a été une longue bataille pour faire le film, et au moment où on a dit qu'on le faisait, c'était un vrai cadeau aussi, quoi. Donc il y avait une joie de ça, et je voulais que ça reste et que ça irrigue le film. Et donc, qui voulait dire joie, voulait dire d'en profiter complètement et de le faire complètement. Parce que finalement, j'étais assez neuf aussi là-dedans, donc vraiment d'y aller complètement et de pas m'embarrasser, est-ce que c'est trop référencé, trop ceci, trop cela, ou est-ce que c'est trop de faire une ouverture à l'iris comme ça. Bon, non, moi, visuellement, ça m'intéresse, je trouve ça beau, c'est des effets, en fait, que... Mais après, oui, moi, le premier court-métrage que j'ai fait, j'avais déjà des envies un peu comme ça, et je m'étais heurté... on me disait, c'est des effets, justement, on utilisait le terme. Et moi, ça me choquait qu'on dise c'est des effets, et comme c'était péjoratif, hein, tu vois. Et je comprenais pas, je me disais, on fait un film, on fait du cinéma, donc oui, tout est un effet là, dans ce qu'on fait. Et non, là, on passait une barrière, parce que c'était un effet visible. Après, voilà, j'ai travaillé avec d'autres gens. Non, mais ça fait partie des dogmes qui existent dans le milieu. Il y a des comme partout. Après, tu vois, cette ouverture à l'iris, elle est faite à la main, par le chef-op, c'est la main du chef-op. Qui met ses mains comme ça dans l'objectif et d'où sa douceur du coup. Voilà, et qui lui donne un côté aussi pas net, enfin qui est un peu comme ça, et c'est vraiment ça, c'est quelque chose que lui fabrique, quoi. Elle est d'autant plus justifiée que la question de savoir d'où vient cette voix fait partie des enjeux scénaristiques, c'est-à-dire qu'elle pourrait comme ça flotter alors qu'elle vient du garage d'à côté, quoi. Et donc du coup la réinscription dans le cadre d'émission de la voix fait partie des gags et des enjeux scénaristiques du personnage. Une question là. Oui, bonsoir, je voulais vous interroger sur le fil que vous suivez, qui sert un peu de déclencheur au film, avec les nudistes, les rebelles nudistes. Du début, c'est grâce à eux que l'histoire se lance, en fait, puisque la voiture est volée à ce moment-là. Et puis, en fait, dès le début, j'avais un peu en tête la question la première question sur l'anarchie dans la gendarmerie. Je voulais un peu y revenir, en fait. Je suis désolée de vous ramener à ça. Mais j'avais l'impression que ce film, qu'il y avait une espèce de volonté de mettre à nu un peu les personnages. Finalement, la scène de la gendarmerie avec de psychologie collective, moi je la percevais plutôt comme ça. Et puis les liens entre les personnages de la famille aussi sont petit à petit. Et puis entre les amants aussi sont. Oui, tout à fait. Et voilà, on peut le lire comme ça, effectivement, il y a une mise à nu progressive de toutes choses. Après, les nudistes, ça part comme souvent d'un truc un peu anecdotique. Moi, on m'avait parlé dans les Vosges d'un mec qui faisait de la planche à voile tout nu sur les lacs, parce qu'en fait, il se préparait pour les castings d'émissions de survie à la télé, genre Koh-Lanta. D'ailleurs, il était surnommé Koh-Lanta. Et c'était un mec qui arpentait la nature comme ça, tout nu. Et donc c'est devenu, cette histoire qu'on m'a racontée, c'est devenu les nudistes révolutionnaires. Parce que moi j'avais pensé à une autre origine, en lien avec ton parcours, c'est les mecs. Chacun peut avoir son. Non, mais les mecs qui traversent les stades nus pendant les matchs de foot. Ah oui, non, ils sont moins révolutionnaires. Ouais. Mais non, on était plus de ce côté-là que du côté exhibitionniste, justement. On était plus du côté. Et après, c'est devenu quelque chose d'un peu plus. Enfin voilà, il y avait un sous-texte aussi politique, forcément. Moi, ça m'intéressait d'avoir ce groupe comme ça, un peu non identifié, dont le discours transparaît par des bribes, mais jamais par eux-mêmes.
Et je trouvais ça à la fois... puis même en plus, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était un peu une blague. Et puis au fur et à mesure, l'époque étant ce qu'elle est, moi je trouve ça de plus en plus réaliste, quoi. Ça m'étonnerait pas du tout que ça se lance, quoi. Faites attention. Non mais c'est déjà... Enfin, il y a un côté zadiste nu, quoi. C'est tout. C'est juste... ouais, des anarchistes naturistes, voilà, bah, évidemment que ça existe. Pourquoi ? On fera une séance spéciale. Je trouve que dans le film, les nudistes introduisent un peu cette idée de subversion qu'on trouve à tous les niveaux, y compris notamment dans la scène de reconstitution historique, où c'est carrément... Enfin, j'ai eu l'impression de voir une vraie scène de combat, sauf que les sons n'étaient pas les bons. Bah oui, c'est ça. Et que du coup, c'était un peu une scène de cinéma. Oui, il porte ça, il porte ce truc de subversion, effectivement, à la fois un peu comique, parce que ça fait marrer quand les gens sont tout nus, étrangement, c'est comme quand quelqu'un tombe, sauf qu'ils sont un peu dangereux quand même, enfin, il y a ce truc assez violent dans leur démarche, et puis après, oui, ils fonctionnent en miroir quand même aussi avec les reconstituteurs, on dit comme ça, ils m'ont expliqué avec 3 T, comme ça. Parce que je les appelais des reconstitueurs au début, ils me disaient oh là là, je connais rien du tout là, reconstituteur. Okay. Et donc ça fonctionne un peu en miroir. Eux ils défendent au contraire l'artifice, le faux, le là et tout, mais quelque part dans la mise en scène, on met à nu aussi le simulacre de la chose, quoi. Et en même temps, moi j'ai filmé ce qu'ils faisaient. Ils font clic. Hein. Donc, c'est la partie documentaire du film. Complètement. J'ai travaillé avec des vrais reconstituteurs qui ne prononcent jamais le mot nazi. C'est la Wehrmacht. La scène avec le lieutenant qui dit c'est la même chose, c'est vraiment une scène que moi j'ai vécue, enfin je l'ai écrite juste après. Parce que moi je n'osais pas dire non mais c'est... Bon, on peut... C'est pas pareil, non, les photos... très précis, ils n'ont pas tort. Hein. Donc oui, c'est vraiment des mecs qui font ça. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient déjà participé à des tournages, mais sur des films historiques. C'est-à-dire, on leur demande de jouer l'époque, donc ils viennent avec tous leurs trucs, c'est des collectionneurs, ils ont tous les trucs d'époque. C'est une bénédiction pour l'équipe costume, parce qu'ils arrivent avec tout, et c'est parfait. Donc, voilà. Mais ils n'avaient jamais fait un film où on les filme en tant que reconstituteurs, en train de faire ce qu'ils font, quoi. Et donc c'était très important pour eux aussi, et j'espère que... Alors j'ai pas eu trop de retours de leur part, en tout cas moi je veux pas je me moque pas d'eux, quoi. Non, du tout que ce soit un moqueur, et je leur ai assuré de ça. Parce que le jour du tournage, ils étaient là, ensemble, ils disaient bon c'est l'image des reconstituteurs qui en jouent aujourd'hui les gars, donc on fait ça bien, oui on fait ça bien. Mais en fait, on avait tourné ça de manière assez classique au départ. On voulait faire un beau plan comme ça, on avait mis en place un grand travelling, avec des mouvements de caméra, des choses. Et puis on ne savait pas du tout si ça rentrerait, parce que c'était assez compliqué à faire. Et puis on l'a tourné et c'est rentré dès la première fois. Première prise, ça marche. Donc on en refait une autre, deuxième prise, ça marche. Et avec le chef-op, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'exigence d'aller un peu plus loin que ce qui était prévu. Avec le chef-op, donc là on se dit bah c'est bien, mais bon, il ne se passe pas grand-chose, quoi. En fait, parce qu'on faisait une montagne de tourner ce plan-là, et en fait, non seulement ils font exactement comme ils ont dit qu'ils faisaient, mais on arrive à choper les trucs. Donc c'est pas mal, mais bon. Et donc on a viré le travelling, on a pris la caméra, et on est allé au milieu de leur truc, on leur a refait faire ça, et puis en fait, un peu par hasard, il y a eu un moment, une assistante qui a crié « bougez plus », parce que c'était une fin de prise, ou je sais pas, j'avais dû dire couper, donc elle a dit « bon, on arrête », et les mecs se sont vraiment arrêtés comme ça. Et ça, c'est le plan qui est dans le film, à la fin de la séquence, où ils sont tous comme ça, et ils étaient tellement disciplinés, en fait, que quand elle leur a dit « stop !» Et donc, moi, j'ai été chercher le chef-op, et on s'est mis comme ça, à filmer, j'ai laissé hyper longtemps, je trouvais ça incroyable, et puis j'ai dit « va, c'est bon », et bon, ça va, ouais, c'était bien, tout. Et ça, on l'a vraiment gardé. Et après, de là, est parti les vignettes, en fait, qu'on fait après sur chacun. Et je leur faisais faire ça à chaque fois. Je leur faisais à l'arrêt, et puis hop, un mouvement. Ce qui donnait un truc avec beaucoup de distance, quoi. Ça donnait un peu brechtien, quoi, si on veut.
mais ils étaient complètement à fond. Le moment où il y en a un qui tire là, derrière la Jeep, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait ça pendant 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que tant que je ne lui disais pas d'arrêter, il passait d'un côté à l'autre, puis à l'autre, puis clic, 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 comme ça. C'est incroyable. Voilà, mais ça faisait partie des choses un peu, assez heureuses aussi du tournage. Bon, et pour finir, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important qu'on n'a pas du tout abordé, c'est les lombriques. Et tu t'es inspiré d'un personnage réel, là aussi. Tout à fait, ouais. Qui a écrit Des vers de terre et des hommes. Marcel B. Boucher, qui est un géodrillologue français, qui a écrit le livre de référence, Lombricien de France, 1972, et qui est un géodrillologue qu'on a invité aux projections, mais je ne suis pas sûr qu'il soit venu. Et là, il se lève au milieu de la salle. C'est beau. Très beau, non. Mais qui est un chercheur et moi j'ai lu ses livres, je suis tombé dessus un peu par hasard et ça m'a touché parce que dans ses livres il a un truc comme ça un peu comme le personnage très enflammé à défendre un discours écologiste et sur les écosystèmes assez précis et assez de bon sens quoi. Et en même temps avec une ferveur et une intensité et en parlant des lombriques. Et en disant toutes les 2 pages, bon, je sais que tout le monde s'en fout, mais je vais quand même défendre ça parce que, en fait, personne m'écoute, mais c'est vraiment important. Et comme ça, il creuse son sillon. Hein, et peut-être malheureusement, il a raison, quoi. Mais c'était un peu, le personnage est vraiment parti de là. Ouais. Et cette scène avec les enfants est clairement ce truc où. Et en même temps, ce qu'il dit, c'était très juste, quoi. Très violent en même temps de leur dire moi dans 50 ans je serai plus là, vous allez prendre cher, il ne faut rien m'écouter. Donc bon, le personnage n'est pas au bon endroit, mais son discours a un fond de vérité, une vérité quoi, et une pertinence pour les lombriques. Et puis dans le film, dans le film il y avait une histoire de lombrique atomique aussi que j'ai enlevé. C'était un lombric radioactif en fait, parce que le nuage de Tchernobyl est passé au-dessus des Vosges. Et donc lui il découvrait ça et il y avait tout un truc avec un biologiste serbe à Belgrade où ils étaient concurrents pour prouver l'existence de lombric. Enfin, bon, c'est comme avec Yalta et Staline. T'as beaucoup coupé quand même. Non, ça c'était nécessaire. Hein, c'était vraiment... On a commencé le tournage avec des scènes de lombric atomique. Le premier jour de tournage, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi-même, j'étais là, j'en ai n'importe quoi. N'importe quoi. 30 jours. Ça permet une réponse courte. Pas un de plus. Et il a neigé le dernier jour. Ouais. J'avais tourné une scène de rêve de Swan dans la neige. J'étais obligé de faire quelque chose avec la neige. Tout d'un coup, on se lève le dernier jour, on tournait en intérieur et c'était tout blanc. Oui. Donc soit on faisait les 2 personnages principaux dans la neige avec un carton 6 mois plus tard. Et donc j'ai dit on va faire un rêve, on verra si on l'utilise ou pas. Et donc j'ai appelé Swan, je l'ai sorti du lit et je lui ai mis une robe de sa mère sur les épaules. J'ai fait un truc comme ça, un peu bizarre, et puis on l'a mis dans la neige, et il a dit ouais, d'accord. Et puis on l'appelle dans le film. 30 jours. Eh bien, merci beaucoup, Erwan Leduc. Merci à tous.